Bonjour tout le monde, pour cette deuxième vidéo de GGD, du projet GGD bien entendu, nous allons parler des chiffres de base, nous allons parler de la base, le fondement, la fondation du problème qui nous occupe. Et pour rappel, les trois piliers sont le dérèglement climatique, la biodiversité et la réorganisation sociale. Donc on va voir pour chacun de ces trois piliers-là, quels sont les chiffres basiques, les chiffres fondamentaux qui vont nous permettre de préparer une espèce de photo avant-après. Un peu comme quand on fait un régime alimentaire. Quand on fait un régime alimentaire, on se prend en photo, on monte sur la balance, on mesure le tour de son bidon, et je peux vous dire que le régime alimentaire, j'en aurais bien besoin en ce moment. Mais vu que j'ai déjà fait ça aussi il y a 10 ans, donc voilà, je connais un peu le principe. Et là, on va faire pareil pour le régime carboné de la planète. En plus de ça, on sort du fiasco total de la COP26. Ça a été du grand n'importe quoi ce truc. Alok Sharma était même en train d'en pleurer à la fin tellement ça avait été n'importe quoi. Donc ça va être le moment justement de mettre un peu les bouchées doubles pour essayer de faire en sorte que tout le monde essaye de comprendre. Et j'espère vraiment, on espère tous chez GGD qu'on va pouvoir toucher le maximum d'entre vous et que vous-même vous allez pouvoir retoucher le maximum autour de vous pour vraiment diffuser la bonne parole. Sachant que aujourd'hui quelqu'un qui vous dirait oh non je me sens pas concerné, il y a un problème, il y a quelque chose à voir. C'est pas comme d'autres projets qu'on pourrait lancer pour, je sais pas moi, faire lancer un groupe de métal, lancer un bouquin de jeu de rôle ou n'importe quoi. Là, on peut dire ah non, non, je suis pas concerné, j'aime pas le métal. Là, la survie de l'humanité, le dérèglement climatique, tout ça, ça concerne tout le monde. Donc personne ne peut rejeter le truc en disant non, non, je veux pas cliquer, je veux pas partager, je veux pas ça. Voilà. Faites comme vous voulez après. Et puis surtout, réjouissons-nous que nous soyons sortis de cette catastrophe monstrueuse, de cette catastrophe écologique récurrente qui revient chaque année, le Black Friday, que les gens ont même réussi à transformer en Black Week, histoire de faire encore plus de pognon et encore plus de dégâts sur la Terre. Bon, allez, trêve de cynisme, on va y retourner nos trois piliers, les gaz à effet de serre et le dérèglement climatique induit, la biodiversité, sa sauvegarde et la lutte contre la sixième extinction de masse, la réorganisation sociale, l'écart entre les salaires et l'histoire du pouvoir d'achat, enfin des choses comme ça. Commençons par le pilier le plus facile, le climat. Facile, c'est 2 degrés. Voilà, c'est bon, on a tout dit. Non, je rigole. Ça va être un tout petit peu plus compliqué que ça, mais vous allez voir que pour les trois piliers, c'est quand même le plus simple. Alors d'abord, les questions de base. C'est quoi ces 2 degrés? D'où ça sort? Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent même pas de quoi on parle quand on parle des 2 degrés ou des 1,5 degrés. Parce qu'on parlait de 2, puis après 1,5. Ah oui, mais à partir de 3, on ne sait plus. Bref, trop compliqué. Revenons sur un tout petit point de vocabulaire. Nous parlons régulièrement de dérèglement climatique parce qu'autrement nous avons un Pascal Pro qui nous sort que ah le réchauffement climatique, vous avez vu, il fait -3 dans les Yvelines aujourd'hui. Le mec a rien compris. En même temps, c'est un abruti, donc c'est pas de sa faute. Donc c'est effectivement globalement un réchauffement climatique parce que ça c'est la nature qui le veut, mais il est accéléré par l'action humaine et donc vu qu'il est trop accéléré, je sais pas si c'est français mais on va le garder, ça conduit à un dérèglement climatique, d'où les catastrophes de plus en plus violentes, les trompes d'eau, les tornades qui se forment en Méditerranée alors qu'on n'avait jamais vu ça, je sais pas, tout un tas de choses comme ça, avec des hivers qui vont être de plus en plus froids à certains endroits et beaucoup trop chauds à d'autres, enfin voilà, donc du dérèglement. Revenons à nos moutons. 2 degrés, ça vient d'où? C'est pourquoi. Alors l'origine est pas très très claire, c'est pas ah oui on a vu c'est 14 degrés en 1843. Non, ça marche pas comme ça. J'ai fait beaucoup de recherches justement pour en arriver là et vous allez voir, il y a plein de sources, plein de sources. Je vous ai mis plein de liens dans la description. Je suis même pas sûr que la description soit assez longue pour tout accepter, on trouvera un moyen. L'origine se passe 1840 parce que c'est l'apparition ou l'avènement du train. 1850 parce que pour certains c'est le début de l'ère industrielle, pour d'autres c'est 1880. Voilà. La notion qu'il faut retenir c'est que l'origine c'est justement ce basculement entre l'ère industrielle, enfin l'ère pré-industrielle et l'ère industrielle, qui malheureusement ne peut pas être mis sur une, comme j'ai dit, pas 1863, c'est à peu près entre 1850 et 1900. On va s'apercevoir que les scientifiques ont gardé ça. La base, c'est une moyenne des températures observées au niveau mondial à cette époque-là. Je n'ai pas trouvé le chiffre. Je ne sais pas quelle était la moyenne des températures au niveau mondial observées. J'ai pas trouvé.
Ça fait 2 jours que je cherche, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un l'a, merci, mais sinon je sais pas. L'objectif, c'est d'avoir une augmentation maximum de 1,5 degré de la température de cette partie-là en 2100. C'est-à-dire qu'entre là et là, il faut qu'il y ait maximum 1,5 de plus. C'est pas gagné. L'acquis en 2020 est de 1,2 degrés. Donc les 0,3 degrés dans les 80 prochaines années, bref. Mais ce n'est pas totalement non réversible. C'est-à-dire qu'en fonction de notre comportement global d'ici à 2100, on pourrait redescendre. C'est pas gagné. Reste optimiste. Euh, et donc, on parle bien de fluctuation, hein. On a aux alentours de 1850 un point de départ et l'idée de ne pas aller à plus de 1,5 degré. C'était 2 avant, mais depuis la COP, je sais plus combien, COP 20 truc, en 2015, COP 21 en 2015, c'est ça. COP qui a plus ou moins servi à quelque chose, en tout cas, on en reparlera des COP de toute façon. Quel est l'impact sur notre planète et sur notre vie? Parce que toute la problématique est là, impact sur la planète qui veut dire impact sur notre vie. C'est ça en fait le fond du problème. Le réchauffement climatique parce que globalement, comme je le disais, on parle non pas comme Pascal Pro, mais on parle intelligemment de réchauffement climatique puisque ça va emmener la chose et ça va augmenter les surfaces désertiques telles que le Sahara, ça va faire fondre les calottes glaciaires ou les glaciers d'altitude, ça va, vous voyez, il va se passer tout un tas de choses comme ça. Sur justement la fonte des calottes glaciaires et des glaciers d'altitude, on a, je vous remettrai le lien de la vidéo en description, mais on a publié il y a quelques temps une histoire de cocktail, une petite vidéo de 12 minutes, je crois, si je me rappelle bien, où, où on prend comme exemple un cocktail et on vous explique à partir d'un cocktail comment fonctionnent toutes ces problématiques de glaciation. Voilà, puis ça va être aussi un impact sur la culture, l'agriculture. On a publié il y a 2 jours, je crois, je suis plus très sûr, mais là aussi je vous remettrai le lien, une vidéo du Green Letter Club, très très bonne chaîne, le Green Letter Club, qui parlait justement de possibilité de fabriquer du vin, d'avoir un vignoble en Bretagne ou même en Normandie, qui sont des terrains qui sont d'habitude, enfin, on ne peut pas faire pousser de vin pour faire, mais si la température augmentait, donc justement si on était dans des dépassements, des choses qui ne font pas, et ben on pourrait avoir ça. Bon, très intéressant aussi, ça dure une petite heure, c'est marrant, parce que on part d'un postulat sur le vin, les vignobles, et après l'intervenant explique tout ce qui en découle. Donc on a un postulat de base, un fil conducteur, une sorte de fil rouge, et tout ce qui en découle derrière. C'est vraiment, vraiment très bien fait. L'autre facette de ce pilier sur le dérèglement climatique, donc on a vu hein, l'origine, d'où ça vient, 19e siècle, pardon, 1,5 degré d'augmentation de température, toc, ça on est au carré là-dessus. Euh, et d'où ça vient, pourquoi? Parce que les GES, les fameux gaz à effet de serre, toute la problématique du dérèglement climatique vient de là. Donc faisons un tout petit point rapide sur les gaz à effet de serre. Qui sont-ils? On a en tout premier lieu, le plus important, le plus connu, le plus impactant, c'est le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le CO2. Comme point de référence, on a qu'il fait 77% des émissions humaines. C'est le plus gros. Et sa durée de vie dans l'atmosphère est d'une centaine d'années. J'ai trouvé aussi qu'on en envoyait actuellement environ 6,4 gigatonnes par an. Pour ceux qui ont un peu de mal avec les maths, avec les mégas, les gigas et ainsi de suite, giga c'est 1 million, c'est 1 milliard, pardon, 1 milliard, d'accord? 6,4 milliards de tonnes de CO2 par an, d'accord? Oui, ça calme. Le deuxième gaz très connu, c'est le méthane. Alors le méthane qui est essentiellement euh, qui provient essentiellement pardon, de l'agriculture, hein, les pets de vache hein, sur lesquels on peut rigoler, ah une vache ça pollue plus qu'un 4x4, blabla. Bon c'est marrant, mais en fait c'est vrai, c'est ça aussi le problème. Mais il ne faut pas aussi oublier que le méthane vient aussi du compostage, alors pas que le compostage pur et dur,
Pas celui que vous faites chez vous, en tout cas. Enfin, si, il y a un peu de méthane qui se dégage, mais c'est infinitésimal. Mais toutes les industries autour du compostage et en fait, du pourrissement des déchets organiques. Hein, ça dégage du méthane. Je vais être un peu violent, je suis désolé, mais vous laissez un corps à la suite d'un crime qui s'est fait plomber, vous le laissez comme ça, et ben il va faire du méthane. C'est comme ça. Tout ce qui est organique, du règne animal ou du règne végétal, hein, tout ce qui est organique, en se décomposant, produit du méthane. Pas que, mais entre autres du méthane. Alors le méthane a une durée de vie de 10 ans, a priori, et environ, hein, parce que c'est pareil, il y a des chiffres qui sont très très carrés, puis il y en a d'autres comme ceux-là qui sont un peu fluctuants, 10, 12, 8. Donc 10 fois moins que le CO2, ça c'est cool, mais malgré ça, a quand même un coefficient multiplicateur par rapport au CO2 de 20 à 25. Là aussi, on peut pas avoir un coefficient 22,4 très précis. Non, c'est parce que ça dépend de la température globale, de l'altitude où il se trouve, de pas mal de choses. Ça veut dire que lorsqu'on envoie une tonne de méthane, c'est comme si on envoyait 20 tonnes de CO2. Voilà, le principe du coefficient multiplicateur de 20 à 25. Le troisième, alors par contre, j'ai pas de quantité. J'ai pas trouvé de quantité parce qu'on ne sait pas apparemment. Il y en a qui disent tant et d'autres plus. Il n'y a pas de, il y a pas de réel relevé là-dessus. Le troisième, c'est le protoxyde d'azote ou oxyde nitreux. Ce qu'on a l'habitude de voir dans des bonbonnes bleues qui sont en général entre les deux sièges conducteur-passager d'une voiture, on fait et on est scotché à la fin. Voilà, pour les voitures de tuning, c'est sympa, sauf que ça pollue énormément ce truc. Alors ça pollue quand il est rejeté. Parce que quand il est brûlé, mais a priori c'est pareil pour le méthane, quand il est brûlé, ces choses-là rejettent du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. C'est le principe de la combustion. Vous prenez n'importe quoi, ça fait du dioxyde de carbone d'un côté, de la vapeur d'eau de l'autre, parce que les hydrocarbures, la chaleur, l'oxygène, le comburant, le combustible et toutes ces choses-là. Alors ce qui pourrait vouloir dire que si on brûlait tout le méthane avant qu'il soit rejeté, on aurait moins d'impact. Peut-être, je sais pas, à vérifier, hein. Je suis pas sûr de ce que je dis. Le protoxyde d'azote, il est surtout produit par l'agriculture industrielle. Hein, n'oublions pas, un peu comme le méthane. Quand on parle de l'agriculture qui produit ces choses-là, c'est surtout de l'agriculture industrielle, la mauvaise agriculture. Parce qu'il y a de la bonne agriculture, celle qui est faite par les paysans à l'ancienne mode, et puis il y a la mauvaise, celle-là. Le dernier gaz dont on va parler, c'est un ensemble de gaz. Ce n'est pas un seul, mais un groupe de gaz, ce qu'on appelle les gaz fluorés. Euh, je vais prendre un exemple après. Euh, les gaz fluorés, on va les retrouver dans quoi? Dans les systèmes climatiques, les climatiseurs. Vous savez, tous ces trucs qui permettent d'avoir moins chaud l'été. Comme ça, l'hiver, on peut se plaindre qu'il y a du froid, enfin, et ainsi de suite. Donc on a qu'à arrêter les clims déjà, parce que les clims, quelles qu'elles soient, en voiture, dans les maisons, dans les bâtiments, ça pollue. Ça pollue par le simple fait de fonctionner. Donc ça c'est pas mal. On s'en sert aussi ces gaz fluorés pour des isolants électriques de très grosse tension, je crois. Je crois que c'est les voltages, donc c'est pour isoler au niveau des très grosses tensions. C'est-à-dire quand vous avez chez vous du courant à 220 volts, donc la tension de 220, une simple gaine plastique autour de votre rallonge, ça suffit. Quand vous êtes en sortie de centrale électrique, et alors là, nucléaire ou pas, hein, centrale électrique, un truc qui produit de l'électricité, vous n'êtes pas à 220 volts, hein, vous êtes à des milliers de volts, des milliers. Là, la gaine électrique, ça suffit pas. Pardon, la gaine plastique, ça suffit pas. Il faut un truc plus balèze. Et pour faire plaisir à notre Yannick Jadot national, on va parler du SF6 par exemple. Hein. Le SF6, c'est de l'hexafluorure de soufre. SF6. 6 hexa, S le soufre et F le fluorure, hexafluorure de soufre. Où il disait oh là là, vous avez vu, c'est une catastrophe, les centrales nucléaires, ça pollue, quand on nous dit que c'est pas vrai, que ça fait pas de carbone. Alors effectivement, une centrale nucléaire, ça fait pas de carbone. Ça rejette un peu de SF6, mais alors bien sûr un peu, hein, parce que Yannick Jadot, il en nous a fait comme ça. Ah, ça rejette une petite centaine de kilos par centrale. Ok. Alors certes, le SF6 a un coefficient multiplicateur de 23 000 par rapport au... Oui. Ça veut dire on va réduire les chiffres. 1 kg de SF6 rejeté, c'est 2,3 tonnes de carbone rejeté. D'accord. euh, Pour ça, je vais vous mettre un lien dans la description
que je vais aller consulter en direct pendant que je suis en train de vous parler, parce que ce lien, justement, nous montre euh, un graphique avec les années. Ça commence en 1990, et on voit le graphique qui fait comme ça, sur son utilisation et son impact. En 2019, c'est la dernière date qu'on a. Et surtout, ça montre le petit bout en bas où on a la transformation d'énergie. Donc là, on l'utilise que ce soit en nucléaire ou ailleurs. Puis on a le gros truc sur l'industrie manufacturière qui, pendant un temps, dans les années 90, l'utilisait plein pot. Hein. Donc, vous regarderez, vous prendrez bien le temps de regarder ce graphique qui vous expliquera que Yannick Jadot, il est bien gentil avec son anti-nucléaire à fond, mais c'est là qu'il se met, hein, dans l'œil. Mais alors jusque là, hein, bien comme il faut. On aura aussi une vidéo sur justement le nucléaire, le stop des fantasmes et les choses comme ça. Pour conclure sur ce premier pilier, donc, et puis faire un petit résumé parce que ça se fait de venir à comprendre, le point d'origine du changement climatique est une moyenne des températures prises entre 1850 et 1900. Donc je rappelle, je n'ai pas trouvé la base chiffrée, qui sert de base comparative aux évolutions de température mondiale pour ne pas dépasser les 2 degrés en 2100, voire 1,5 degré grâce à l'optimisme de la COP 21 et les fameux accords de Paris. Et pour faire le point actuel, enfin alors il n'est pas tout à fait actuel puisqu'il date de l'année dernière, parce qu'il faut le temps d'agréger toutes ces données, en 2020, nous avons atteint 1,2 degré avec un espoir de retour. Faible, mais un espoir quand même. Restons très positifs. Le deuxième pilier, la biodiversité. La biodiversité, la nature, la biomasse, l'extinction de masse, c'est ça le deuxième pilier. Alors, la matière, là, est beaucoup plus complexe que sur le dérèglement climatique. Hein. Le dérèglement climatique, c'est facile, l'atmosphère est saturée de choses qu'il ne faut pas, et puis voilà, on repasse là-dessus. La biodiversité, la matière est très complexe parce qu'elle est très fluctuante, parce qu'elle est en perpétuelle évolution, parce qu'on a des découvertes chaque jour. Je vous ai retrouvé une vidéo que j'ai trouvée très intéressante et très instructive qui compare la biodiversité à une bibliothèque. Et avec ça, vous allez comprendre pourquoi la biodiversité, c'est quelque chose de très complexe. Euh, je vous mets ça en description. Je vais essayer de vous faire, parce que vous allez voir, j'ai trouvé beaucoup de liens et c'est super intéressant à lire. Et pas très long en plus, hein, vraiment. Alors voilà, l'important c'est de retenir une chose. La biodiversité, vous allez trouver dans les liens que je vous ai envoyé comment s'appelle, une formule mathématique un peu rébarbative, hein, qui vous explique que D est égal au sigma de n fois n-1. Enfin bon, vous verrez. Alors la formule en elle-même est pas spécialement compliquée, il faut avoir un niveau de troisième de maths, hein, pour arriver à comprendre. Mais je trouve que cette formule n'a pas tellement d'intérêt parce que ça nous donne une indication théorique sur le contenu de la biodiversité. La biodiversité, ça se compte en nombre d'espèces en fait. Voilà, et cette formule sert à compter le nombre d'espèces, avec les variations potentielles qu'on peut avoir, donc ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas, ce qu'on va découvrir, ce qui a disparu, des choses comme ça. Euh, ce nombre d'espèces regroupe, ah oui, très important, parce que ça je me suis fait avoir, le nombre d'espèces incluant le règne animal et végétal. Hein. La biodiversité, ça concerne les deux, ce que vous allez comprendre un peu après. La, la complexité prend une couche supplémentaire c'est même plus une couche parce que du coup ça donne une complexité exponentielle parce que l'écosystème Terre, puisque la Terre est un écosystème qui est lui-même composé de multiples écosystèmes, avec certains qui sont des écosystèmes fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y en a 7 un écosystème, et d'autres écosystèmes qui sont encore eux-mêmes composés de plusieurs écosystèmes, avec des bases fondamentales, et ainsi de suite, avec un nombre de degrés de profondeur inconnu en fait, qui peut être pas infini forcément, mais qui est tellement grand qu'on peut pas comprendre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que mesurer, avoir un réel point de mesure, avoir un nombre, il y a 250 370 272 adresses, espèces, non, on peut pas. Malheureusement, on peut pas. Donc la mesure en fait va être beaucoup plus compliquée là-dessus. Alors notons pour l'exemple que le remembrement de nos campagnes, c'est-à-dire comment expliquer ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la campagne et l'agriculture. Il fut un temps, il y a très longtemps, quand j'étais gamin, alors moi j'étais, encore une fois pour ceux qui ne le savent pas, je suis né en 1970,
Et quand j'étais gamin, j'avais une dizaine d'années, on va dire à peu près, en 1980 environ. Le bocage normand, puisque c'est là d'où je viens, mais la Bretagne c'était à peu près pareil, les Pays de Loire c'était à peu près pareil. C'était plein de petites parcelles, de petits champs avec des haies. Et c'est très important les haies, parce que chaque haie est un écosystème, par exemple. Donc le remembrement, ça a été de casser tout ça, parce que les gens possédaient une parcelle ici, puis une parcelle là, puis une parcelle là, puis une parcelle là. Et en fait, à l'échelle de certaines communes, ils ont regroupé pour avoir à peu près le même surface. Ah bah moi j'avais 17 hectares au total. Voilà un carré de 17 hectares, tiens, tu pourras faire une monoculture là-dessus. Donc le remembrement, ça a été une horreur pour la biodiversité. La monoculture, c'est une horreur pour la biodiversité, puisque sur une terre qui était habituée à avoir une année des patates, puis une année des petits pois, puis une année du blé, puis machin, bah là on ne fait que du blé tous les ans. Tous les ans. Tous les ans. La Beauce, par exemple, dans le centre de la France. C'est une horreur de biodiversité, c'est l'enfer. C'est une plaie. C'est une plaie. La monoculture, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter. On l'a vu, parce que la monoculture, ça peut être la monoculture du bœuf, hein, on a vu avec les pets de vache, donc c'est pas bon. La monoculture du blé ou de n'importe quelle autre espèce, c'est pas bon. C'est une plague, un peu comme ces copines d'Égypte hein, qui ont lieu dans la Bible, mais voilà, c'est une plague. Bon, c'était pour faire une note d'humour, c'est raté, pardon. Ça implique aussi un ordre de priorité qu'il faut bien comprendre dans la gestion du problème, c'est que si on doit choisir entre faire une action pour sauver la biodiversité ou pour sauver le climat, on va commencer par sauver le climat. Parce que son impact au climat est direct sur la biodiversité. Alors que l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Et pour la même raison que tout à l'heure, on va le voir juste après. Euh, c'est une espèce d'ordre de hiérarchie. Si on a une décision à prendre, je sais pas, hein, je suis très hypothétique, mais on a une décision à prendre. Est-ce que ça fait plus de mal au climat ou à la biodiversité? Si ça fait plus de mal au climat, je le fais pas parce que c'est lui qu'il faut préserver. Parce que lui va impacter à fond. Parce que la déchéance, la dégradation de la biodiversité est aussi due au climat. Le fait que le climat se réchauffe certaines zones de mer dans, en océan Indien, dans le nord de l'océan Indien, on a des zones, ce qu'on appelle des zones mortes. Alors c'est gravissime, parce que ça veut dire c'est des zones de mer, alors que je vous montre comme ça, mais c'est pas des flaques comme ça, c'est sur des kilomètres carrés de mer, où il n'y a plus l'ombre d'une vie, il n'y a plus de plancton, il n'y a plus rien, il y a de l'eau acide, c'est tout, et chaude. Et ça, c'est à cause du climat. Donc, c'est-à-dire que si on arrive à baisser le climat, on peut résorber ça. Parce que pour l'instant, ça s'entretient et ça a tendance à se développer parce qu'il fait chaud. Si on arrive à réduire la température, ça devrait, je dis bien ça devrait, parce qu'encore une fois, il y a toutes ces histoires de points de non-retour qui sont atteints parfois. Et là-dessus, les scientifiques sont entre les deux, ils savent pas. Ils savent pas si en réduisant la température, on va vraiment revenir à quelque chose de normal, donc avec du plancton qui va revenir, ou pas. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Et pourquoi je vous fais un rappel depuis tout à l'heure sur la biodiversité en insistant sur animal et végétal? Tout simplement parce que une autre grosse atteinte à la biodiversité et qui, elle, a un impact sur le climat, donc cette fois dans l'autre sens, c'est la déforestation. En Amazonie, en Indonésie, pour les deux plus gros trucs, mais la déforestation, on a partout, même sur certaines forêts vierges d'Afrique, qui se fait assez ignoble ce qu'on est en train de leur faire. Quand j'étais gamin, à l'école, on m'avait toujours expliqué que l'Amazonie était le poumon de la Terre. Aujourd'hui, c'est faux. Grâce à notre ami Bolsonaro, on va tirer sur quelqu'un quand même. Hein. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Les autres d'avant étaient. Mais lui, il a enfoncé le clou ces dernières années. Grâce à notre ami Bolsonaro, c'est faux. L'Amazonie n'est plus le poumon de la Terre parce qu'il n'y a plus assez d'arbres en Amazonie pour avoir l'effet de photosynthèse qui va capter le CO2 et rejeter de l'oxygène. Voilà. La défense de la défense, oui, la défense de la biodiversité, c'est ça, en gros. Et le, la mesure, hein, pour conclure, pour refaire comme tout à l'heure une espèce de résumé de la chose, ce qu'il faut retenir de ce petit exposé, c'est la mesure se fait par le nombre d'espèces différentes en mixant le règne animal et végétal. Et je vous ai trouvé un lien qui marche bien, qui montre bien justement cette biodiversité en chiffres, mieux que la formule un peu vulgaire et barbare. Euh, voilà, vous allez avoir grâce à ça une bonne visibilité de la chose. Troisième et dernier pilier, notre fameuse réorganisation sociale. Nous allons citer notre syndicaliste brésilien préféré tout à l'heure. Je ne me lasserai jamais de
prononcer cette phrase. Réorganisation sociale, lutte des classes, lutte sociale. Moi, je préfère le terme réorganisation sociale parce que on va partir du principe qu'on est dans un bordel couvré phénoménal et qu'il faut réorganiser tout ça. Par contre, là, ça va être un tout petit peu plus compliqué de prendre des indicateurs au niveau mondial. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'équipe GGD, vous en avez 95% devant vous. Donc s'il y a des bonnes volontés, venez m'aider, qu'on fasse tout un tas de stats, de choses, ça sera très intéressant. Moi je me serais éclaté à le faire, sauf que j'ai pas eu le temps d'aller chercher toutes les données que je vais vous exposer au niveau mondial. Donc du coup, bah, je vais vous les donner au niveau français et ça permettra d'avoir des indicateurs, sachant que certains de ces indicateurs ne sont pas réplicables dans tous les pays du monde parce que dans tous les pays du monde il n'y a pas le SMIC, par exemple. Sachant que ça va être voilà, il y a d'autres endroits où la protection sociale n'est pas la même. Donc on va s'occuper de regarder un petit peu les indicateurs qu'on aurait en France et avec ça on va voir. Alors le rappel de quelques chiffres histoire de les poser parce que tout le monde n'est pas toujours au courant, il faut aller sur le net pour vérifier parce qu'en plus il y a quelques chiffres qui bougent. Mais on va commencer par une expression un peu lapidaire. Le SMIC, c'est le salaire minimum, comme tout le monde le sait. Il est de 1589,47 euros brut par mois et donc de 10,48 € brut par heure en salaire horaire. En net, ça nous fait 1258 euros par mois et 8,29 € pardon, 8,29 € de l'heure. Le nombre réel de chômeurs, alors, nombre de, ouais, réel, ils ne sont pas cachés les chômeurs. Ce que je vous donne, c'est toute catégorie Pôle emploi confondue. Donc ça reste quand même les chiffres officiels de l'État. Et on sait qu'il y en a quelques autres qui sont cachés derrière, mais ceux-là, c'est plus compliqué d'aller les chercher. Et surtout, ce serait plus tendancieux. Je ne vous cache pas que du coup, on en parle, on sait que ça existe, mais on va pas parler du chiffre, du nombre, parce que je voudrais pas m'intégrer dans un débat où des gens, ouais, machin, à Blanor, tu racontes n'importe quoi, tes chiffres, ils sont pas vrais. Là, j'ai des vrais chiffres qui sont donnés par l'État. Je suis allé chercher sur Pôle emploi, il y a le lien. Au troisième trimestre 2021, nous avions 5 871 200 chômeurs, toutes catégories confondues, ce qui représente 8,8% de la population. Et là, c'est moi qui ai fait le calcul. J'ai pris les 5 millions machin, plus les 66 millions de population que j'ai trouvé sur chiffres que j'ai trouvé sur l'INSEE. Hein, et j'ai fait ma division pour, de base, ma règle 3 pour avoir mon pourcentage. Le nombre de pauvres en France, parce que c'est un indicateur aussi. Alors là, on va parler à 2 années différentes parce que Covid étant passé par là. Le nombre de pauvres en France en 2018 était de 9,3 millions, soit 14,8%. Voilà, je vais aller chercher l'info. Et correction de cette chose-là faite après Covid, donc cette fois des chiffres qui datent de 2021, on est passé à 12 millions de pauvres avec de 18,46%. Rappelons la définition de pauvre en France, c'est des gens qui gagnent moins que ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, que je ne suis pas allé chercher exprès parce que c'est très discutable. Et on aura une vidéo là-dessus. Un jour, celle-là va arriver dans plusieurs mois, mais on aura une belle vidéo sur le, le seuil de pauvreté que je trouve un peu trop faible. Hein, et non, non, avec 1000 et quelques, même pas 900 et quelques balles, on vit pas, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est avant ça qu'on est déjà pauvre. Hein. Même avec un SMIC, on est pauvre. Donc, à un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut remettre les choses à leur place. Parlons justement de l'écart des salaires. C'est un indicateur qui, de mon point de vue, est très important. Avec une petite présentation, parce que là, c'est un peu particulier. Alors, l'écart de salaire, ça va être facile. C'est l'écart entre le SMIC, 1258 € net, et le salaire le plus haut. Et au travers de mes recherches, j'ai trouvé des trucs intéressants, mais compliqués. Parce que si je vous parle de gens, de PDG de certaines boîtes qui sont payés 25, 30, 40 000 euros par mois, en fait, non, il faut pas comparer, il faut pas les comparer. Se dire que c'est inadmissible, on a le droit. Se dire que ces gens-là gagnent beaucoup trop, on a le droit. Les comparer dans l'écart de salaire, non, parce que ces gens-là représentent 130 ou 140 personnes en France, sur 27 millions de travailleurs. Donc l'ordre de grandeur n'est pas respecté.
Donc je suis allé chercher tout un tas de choses et en fait j'ai fini par trouver quelque chose qui vient de chez BFM. Alors ok, hein, BFM c'est bon, voilà. On sait ce que on le sait pas encore, mais on le saura très vite ce que j'en pense. Euh, nos amis de BFM ont mis un truc que j'ai trouvé moi un jour par hasard, qui m'a horrifié le jour où j'ai euh, osé rentrer mon salaire à moi là-dedans. Enfin, quand je travaillais à Monaco, je me suis aperçu que j'étais mieux payé que 84% des Français. J'ai eu peur, j'ai pleuré ce jour-là. Bah oui, parce que ouais, quand même, je gagne pas un si gros salaire, j'ai un bac plus 5, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans d'expérience. Quoi? 84% des Français gagnent moins que moi? Wow! Et là, j'ai dit, je vais devenir fou. C'est pas possible. Je vis dans un pays où on ne paye pas ses employés. Mais ça veut dire quoi? Bref, ne nous écartons pas, parce que j'ai dit que je voulais faire une version courte, parce que ma femme me dit qu'il faut que je fasse des versions courtes. Et je suis toujours pas Colombo. Donc du coup, avec ce petit truc-là, je suis allé tapoter, 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 et j'ai trouvé que selon BFM, le salaire le plus haut, c'est 8 700 € net par mois. Parce que 1,1% de la population gagne plus que 8 700 € net par mois. Ce qui fait qu'on a actuellement un écart de salaire de 7 442 € net par mois. Et il faut garder ça comme indicateur, parce que c'est ça qu'il faut faire réduire. Euh, Après, on a d'autres indicateurs plus fumeux, plus néfastes, plus, je sais pas, compliqués. Le patrimoine cumulé des 100 plus grosses fortunes de France dépasse les 550 milliards. C'est énorme, c'est colossal, c'est tout ce qu'on veut, c'est abject, on peut juger en bien, en mal, on s'en fout. C'est surtout que ça veut pas dire grand chose. L'homme le plus riche de France s'appelle Bernard Arnault, c'est le quatrième plus riche du monde. Il a je sais plus combien de milliards, puis je m'en fous de combien. Parce qu'en fait il a pas. Quand on parle de l'homme le plus riche du monde en étant Jeff Bezos, en disant qu'il a 100, ou Elon Musk, je sais plus lequel des deux, il se passe devant l'un l'autre avec 176 milliards de dollars. C'est faux. C'est faux. C'est Elon Musk le plus riche en ce moment. Parce que je me souviens quand Forbes l'a annoncé, le jour où Forbes a annoncé Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, Elon Musk faisait ses courses et sa carte de crédit était refusée parce qu'il n'y avait pas une thune dessus. Et en fait, pourquoi c'est faux? Parce que Elon Musk, il détient un certain nombre d'actions dans une société qui s'appelle Tesla, qui fabrique ses voitures électriques, mais c'est les actions qu'il a. Il n'a pas les milliards de dollars qu'il y a derrière. Et pourquoi il est passé comme ça d'un seul coup en tête? Parce que l'action, d'un seul coup, a été multipliée par 7. Ça veut dire que sa fortune a grossi artificiellement. Donc encore une fois, là aussi, on fera des vidéos là-dessus pour expliquer pourquoi c'est pas bien, pourquoi le capitalisme c'est le mal, pourquoi le néolibéralisme c'est le mal. Mais voilà, là pour l'instant, on va garder cet indicateur en France. On sait que 100 personnes possèdent une fortune qui est estimée, une estimation à 550 milliards. Voilà, pas grand chose de dire à plus, ça fait pas mal d'indicateurs comme ça. Je vais pas vous les récapituler parce que du coup ça servirait pas à grand chose. Repassez-vous la vidéo pour les noter dans un coin. Mais ce sont les indicateurs sur lesquels il faut travailler. Et je pense que une des solutions partielles, augmenter le SMIC. Alors pas le balancer à 2000 € comme ça d'un seul coup, parce qu'économiquement, actuellement, dans le système dans lequel on est, ça ne marcherait pas, ça nous conduirait à la perte. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut sortir du système dans lequel on est pour faire des choses. Augmenter le seuil de pauvreté aussi, ça ce serait une bonne idée parce qu'il est faux, c'est totalement déconnant pour l'instant. Réduire des écarts de salaire, des choses comme ça. Vous voyez, faut garder ces indicateurs-là parce que ça va être ça nos indicateurs économiques et ça va être ça qui va nous permettre de progresser dans l'avenir sur les vidéos qu'on va faire, sur les analyses qu'on va faire, sur l'information qu'on va distribuer au grand public. Et donc du coup, je vous parle beaucoup d'économie, et puis vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles d'économie, le SMIC, la fortune française, machin, GGD c'est un truc d'environnement et de climat, ah bla, tu racontes n'importe quoi. Eh ben, je vais vous dire, comme mon copain Kylian, qui m'a dit, mais l'autre jour enfin il m'a pas dit ça, il m'a dit, mais on s'en fout de l'économie, on parle du climat. Eh non. Pourquoi on s'en fout pas? Tout simplement parce que Chico Mendes, faire de l'écologie sans lutte des classes, c'est faire du jardinage. Pourquoi Chico Mendes a dit ça en 80, je sais plus combien, enfin avant 88, puisqu'il est mort en 88. Hein, je rappelle, hein, il a été assassiné pour ses idées, c'était un syndicaliste brésilien.
qui n'auraient certainement pas voté pour Bolsonaro. Tout simplement parce que c'est complètement lié. Et c'est pour ça que c'est le troisième pilier du projet GGD et qui est plus important que les deux autres. Parce que tant que chaque personne, au moins en France ou en Europe, un peu plus large, ne pourra pas se nourrir correctement, donc acheter des légumes et de la viande de qualité, pas forcément bio, mais de la qualité, fait correctement, pas en industriel, pas en monoculture, fabriqué en France, pas loin de chez elle, en circuit court, donc peu de transport, et ça coûte de l'argent. Tant que chaque personne en France ne pourra pas acheter un slip à 45 balles, parce que j'ai fait l'étude avec mon fils l'autre jour, on se chamaillait justement sur pourquoi le slip à 1 euro en Chine, avec une superbe vidéo que je vous mets pour la déconne, je vous la mets, vous allez voir pourquoi les Tibétains, vous allez comprendre. Et le slip qui vaut 1 euro parce qu'il est fabriqué en Chine et le même vaut 45 balles parce qu'il est fait en France. Tout le temps que les gens ne pourront pas se payer ces trucs-là, on sera obligé d'aller acheter en Chine. On sera obligé de mettre du fuel dans des paquebots, dans des cargos, pardon. On sera et ça marchera pas. Ça veut dire que le premier truc qu'il faut réformer, c'est peut-être pas d'arrêter de rouler en bagnole thermique, c'est de changer le modèle économique. Donc voilà pourquoi, pour l'instant, on a beaucoup diffusé de sujets sur le climat, un peu moins sur la biodiversité, mais voilà pourquoi dans les semaines et les mois à venir, on va commencer à s'attaquer vraiment aux problèmes économiques et à comment restructurer tout ça, et on va profiter de la période d'élection présidentielle pour vraiment vous faire tout ça. Tout vous expliquer, encore une fois, pour vous donner la parole, qu'elle soit simple, qu'elle soit vulgarisée, qu'elle soit compréhensible, et que vous puissiez vous-même la retransmettre, soit par des partages de clics, de choses comme ça, soit dans vos discussions de famille, entre collègues, entre copains. On fera une vidéo justement qui va vous parler d'une théorie politique qui s'appelle le collectivisme, qui est un truc un peu oublié, qui est mal vu en général, parce que dans l'histoire il a été un peu violent. La seule fois où quelqu'un a essayé d'utiliser, il l'a utilisé par la violence, donc mauvaise idée. Et puis c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment bien vu. En fait, le collectivisme, ça fait penser au kolkhoz de l'Empire soviétique, et c'est pas ça du tout en fait. On va vous donner une version un peu dépoussiérée, quelque chose qui ressemblera un peu plus à un avenir. Pour ce troisième pilier, comme je vous ai dit, pas de récapitulatif parce que je vais juste vous répéter tous les chiffres que je vous ai donnés précédemment. On va garder ça en tête, dans un coin, puis maintenant que c'est dans une vidéo, c'est stocké. Si la vidéo disparaît de YouTube, moi je m'en fous, je l'ai sur mon disque dur, je pourrais la reposter. Et c'est tout pour ce pilier. Nous allons pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Alors en conclusion, je ne vais pas vous refaire les trois résumés, enfin deux, puisqu'il y en a un que j'ai pas fait, hein, vous vous rappelez, on a posé des chiffres, on a posé des indicateurs quantitatifs pour savoir un petit peu où on se place. On a essayé de tuer quelques fantasmes, on continuera au travers de nos vidéos à tuer justement certains fantasmes autour du nucléaire, autour de certaines catégories de pollution. Ah attention, le numérique ça pollue. Ouais, ouais, mais les centrales à charbon en Allemagne ça pollue plus. La conclusion, en fait, on va la trouver en allant regarder une vidéo que je vous ai mis en description sous le nom Interview de Jacques Picard. Prenez 2 secondes là, mettez en pause. Voilà, clique pour aller la regarder. Elle dure 3 minutes 36 ou 31, je sais plus. Prenez le temps de la regarder. Revenez juste après. Alors, on va dire que vous venez de recliquer, que vous venez d'enlever la pause. Cette vidéo date de 1972, comme vous avez vu, elle vient de la RTS, puisque Jacques Picard est un Suisse. RTS, c'est la radio-télévision suisse. La RTS qu'on retransmet sur le site avec des émissions de géopolitique qui sont, dès qu'elles sont orientées climat ou pollution ou autre, on retransmet. Vous avez vu ce que Jacques Picard nous annonce? Bon, on est en 72, moi j'avais 2 ans, hein. Ça fait un bout de temps. Mais le gars nous annonce que d'ici à environ 2030, on va perdre 2 tiers de notre population. Parce que c'est un syndrome animal. Il l'a dit, hein. Toutes les sociétés animales, les cerfs, les chevreuils, ce que vous voulez, clac, dès qu'il y a surpopulation. Et en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'avec tous les calculs qui ont été faits, et même encore aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Parce que, en fait, on ne donne pas la parole à ces scientifiques-là. Mais le principal problème, c'est la surpopulation. Si on a moins d'humains, on a moins d'émissions de carbone, on a moins d'émissions de gaz à effet de serre, on a moins de consommation. Alors après, effectivement, comment on fait? Ben moi je dis, on se la fait à la Thanos. On met un gant avec 5 pierres et on fait 1 sur 2 au hasard.
Ce sera la conclusion. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de la planète, prenez soin de vous, et à ciao.